Donc, dans un dernier temps, je vous présente le bar aux Folies Bergères, une interprétation itérative. Donc, il est malade à l'époque où il peint ce tableau. Il en mourra. Lui parle de rhumatisme hérité de son père. Son père avait probablement la syphilis comme lui d'ailleurs. Il mourra d'une ce qu'on appelle une ataraxie locomotrice. Il est paralysé. Sa passion flânée ne lui est terminée. Il le sait. Quelques jours avant de mourir, on lui coupera les pieds et puis il meurt en 30 avril, sauf erreur, 1883. Paris, quelques années après la Commune, redevient le centre européen culturel et du plaisir. Les nouvelles couches sociales ont besoin de lieux pour se faire plaisir. On parle donc, je vous ai dit tout à l'heure, de Paris comme étant une nouvelle Babylone. Et il fallait donc des lieux de plaisir, dont les Folies Bergères. Alors je vais vous faire un rapide historique des Folies Bergères. Le mot folie, c'était les lieux de fêtes italiens et en reprenant ce terme, de nombreux espaces de cafés-concerts et music-halls parisiens utilisent ce nom, les Folies, et Bergères parce que c'était à côté de la rue Bergère. En 1860, un entrepreneur crée un grand magasin du nom de aux colonnes d'Hercule. Il vendait de la literie. 3 ans plus tard, il s'aperçoit que, étant donné la proximité d'avec les grands boulevards, il avait tout intérêt dans son arrière-jardin à créer des activités de type café-concert, théâtre, cirque, etc. Ce qui fait qu'il y avait un petit surnom donné aux colonnes d'Hercule qui était le matelas élastique. Alors je me demande toujours pourquoi une telle élasticité pour un marchand de literie. Vous pouvez imaginer toutefois. La réussite de cette activité est telle qu'il va fermer le grand magasin de literie et en 1867-69, il va faire des travaux pour transformer son espace en théâtre de spectacle avec une forme en U qui ressemble au Bon Marché décrit par Zola dans Au bonheur des dames. Alors vous aviez au rez-de-chaussée non pas un espace vide mais un espace avec des tables et des chaises et à l'étage vous aviez ce qu'on appelle un promenoir. Dans les deux cas vous aviez des murs tapissés de miroirs avec un café, un bar qui permet au Bon Marché comme aux Folies Bergères de se désaltérer. Il est racheté en 1879 par un certain Sarri qui a le sens des affaires et on fera le grand music hall de Paris et une grande salle de vaudeville. Il fait venir des gens du spectacle, en particulier les frères Hanlon-Lees, des gymnastes aériens. Et dont vous voyez ici l'affiche Hanlon-Lees au dos de cette scène au café peinte par Manet. Il se trouve, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que de plus en plus les brasseries ont recours aux verseuses parce qu'elles permettent d'augmenter la consommation d'alcool. Il avait eu l'intelligence aussi de les vestir d'une manière très chic, un peu comme toutes ces cocottes que je vous ai montrées, et il y avait une sorte d'uniforme de l'une à l'autre, d'où la préciosité de son vêtement. Voici donc des exemples de peinture de ces brasseries à femmes, où vous les voyez les unes et les autres dans une intimité peut-être incongrue, mais qui correspond à ce travail de clandestine. Même chose ici avec cette peinture de Boldini, scène de fête qui est également connue comme scène de fête aux Folies Bergères ou scène de fête au Moulin Rouge. La proximité de ces femmes, et en particulier de celle-ci, est évidente. Manet également travaille ce type d'ambiguïté avec la serveuse de boc. Elle est en train de regarder le spectateur. Est-ce qu'elle va prendre une commande ou elle est en train juste de savoir si éventuellement une passe clandestine est possible? Et puis, je n'ai pas pu résister à celle-ci de Josef Enkelhardt, Loge dans le Sophiensaal, qui se trouve être une salle de spectacle à Vienne. Je vous rappelle ce qu'on disait à propos de Vienne tout à l'heure. Une maison sur 7 a une plaque de spécialiste de la syphilis, nous dit Stefan Zweig. Vous avez ici
des bourgeois dans une salle de spectacle en compagnie de femmes dont je doute qu'elles soient leurs épouses. Le langage corporel et les postures sont inconvenantes. Quant au regard, jetez donc un œil, regardez, il plonge dans le décolleté. Quand celui-ci a un air plutôt satisfait, il lui reluque l'arrière-train et la croupe, exactement. On est donc aux Folies Bergères. Voici une photo des Folies Bergères et voici ce qu'en écrit Maupassant dans Bel Ami. Rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants, de bonnes têtes stupides qui viennent pour voir. Mais ça, c'est au rez-de-chaussée. Aux loges, des boulevardiers, quelques artistes, quelques filles de demi-choix. Et derrière nous, le plus drôle de mélange qui soit dans Paris. Quant aux femmes, rien qu'une marque, la soupeuse de l'américain. Vous savez maintenant ce que c'était qu'une soupeuse. La fille à 1 ou 2 louis qui guette l'étranger de 5 louis et prévient ses habitués quand elle est libre. On les connaît toutes depuis 6 ans, on les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits, sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à Lourcine pour la fameuse visite médicale. Cette jeune femme, cette verseuse du bar aux Folies Bergères, se prête à cette interprétation. Elle est chic, elle est au bar et elle va éventuellement servir un client ou servir le client avec son corps. Les critiques le savent, voici aux Folies Bergères, qu'est-ce que monsieur désire prendre? J'ose pas vous le dire et hop, à nouveau il suce le doigt. Apparemment c'est systématique. Ou à droite, au bar anglo-américain, un touriste peut-être dans une intimité déplacée et outrageante face à cette femme à la coiffure extraordinaire. Les affiches de Folies des Bergères développent ce thème. Voici le promenoir avec la salle en nu et la salle de spectacle et cette proximité entre le client bourgeois et cette verseuse extrêmement chic qui a toute la grande cocotte. Mais non, je ne m'arrêterai pas à ce type d'interprétation sur ce tableau parce qu'il va bien au-delà de ça et les réticences à la simple illusion de Manet sont telles. On peut parler d'une incapacité viscérale à se plier à l'exigence de l'intelligibilité. Alors pourquoi? Regardons ce tableau de plus près. Vous avez une femme qui se trouve donc sur le promenoir, les deux mains sur le marbre du bar et derrière elle, comme je vous le disais, parallèle au plan du bar, un miroir. Vous avez donc dans ce miroir ici les reflets de la salle de spectacle avec une touche un peu impressionniste, trouble, qui est liée aux vapeurs et aux lumières. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Vous avez cette bouteille de liqueur, admettons qu'il s'agisse d'un cognac, qui semble avoir le reflet ici, jusqu'au moment où vous réalisez que ce reflet n'est autre qu'une colonne avec une applique de lumière qui est la même que celle-ci à l'étage. Où est donc le reflet? Le reflet est décalé sur la droite. Il se trouve ici, ce qui est incohérent, sachant que nous sommes de manière frontale à la scène et que le miroir est parallèle au plan du bar. Vous avez ensuite cette bouteille, admettons une bouteille de bière. Elle est largement derrière ici. Ça ne correspond pas exactement à la situation, mais c'est un détail. Vous avez deux bouteilles de champagne qui sont représentées ici. Les bouteilles de champagne semblent être plus en avant, prêtes à tomber. Si on regarde ici, elles semblent prêtes à tomber. Mais ça, encore, c'est plausible. C'est décalé sur la droite, mais c'est plausible. Maintenant, si vous regardez, vous avez deux autres bouteilles ici. S'agit-il d'un reflet du premier plan? Il n'y a pas de bouteille au premier plan. Donc ça, c'est complètement inintelligible et injustifié d'un point de vue de l'illusion. Vous avez un bouquet de fleurs. De reflets, il n'y en a point, ce qui est assez logique, puisque si on décale à ce point sur la droite, il devrait se trouver ici, mais certains disent que le reflet est là. Quant à ces bouteilles, vous voyez, elle est bouchée, la bouteille de champagne à l'extrême droite est bouchée, et pourtant on voit en transparence du champagne le cadre doré derrière. Qu'est-il arrivé à Manet? Regardez cette femme, elle est devant son bar, droite et frontale. Si vous regardez maintenant son reflet, elle est penchée et plus arrondie. Et puis regardez les cheveux, elle a les cheveux légèrement attachés, on devrait les voir apparaître de part et d'autre de son cou. Ça n'est pas le cas non plus.
Alors dans ces premiers travaux, ça n'était peut-être pas comme ça, mais vous voyez à l'extrême droite le client. Il est nez à nez à peu de choses près avec la verseuse. Donc, on devrait le voir, ce client, parce que si on essaye de tirer les traits de perspective, il n'y en a pas directement, mais on peut essayer de les recréer. Vous avez une ligne de perspective ici qui va arriver à peu près au visage, et on peut prendre la ligne verticale ici, le pli de la robe, les boutons, le bouquet, le camé, et on arrive à peu près à la bouche. On serait au niveau de la bouche si on était un spectateur bien en place par rapport au tableau, à une certaine distance, qui n'est certainement pas la distance du client. Donc, normalement, le client se trouve entre elle et nous, spectateurs. Alors, la critique a évidemment récupéré le tir. Et voilà ce qu'il écrit. Son dos se reflète dans une glace, mais sans doute par suite d'une distraction du peintre. Un monsieur avec lequel elle cause et dont on voit l'image dans la glace n'existe pas dans le tableau. Nous croyons devoir réparer cette omission. Au départ, il avait travaillé avec une jeune femme et avait rendu les reflets plausibles. Une des raisons est que vous ne voyez pas où se situe le miroir ici, ce qui fait que le décalage sur la droite et la prise de vue de cette femme de 3/4 nous permet de croire qu'effectivement, elle avait un petit client qui se situait sur la droite. Rapidement, et là nous avons un rayon X de ce tableau qui est à Courtauld Institute à Londres, et vous allez voir que le personnage, le reflet de la serveuse est décalé sur la droite. La première tête était ici, en deuxième tête, troisième tête, quatrième tête. Et notre militaire qui était ici est remplacé par le client en hauteur, parce que sinon il était dans son sein. Il aurait peut-être été ravi, mais on n'aurait plus vu grand-chose. Vous avez ici un schéma sur ce rayon X. Vous voyez très bien que des mains croisées sont venues des mains de chaque côté du bar et le personnage, le reflet, était décalé sur la droite. Donc, c'est ce qu'on appelle des repentirs ou les pentimenti sont parfaitement visibles. Ça n'est donc pas une incapacité du peintre, c'est une volonté du peintre. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. La première, on va passer à travers diverses explications possibles. La première, c'est parler de ce qu'on appelle une danse macabre. C'est l'expression de la nostalgie du peintre qu'il sait qu'il est en train de mourir et qui est en train de hanter pour une des dernières fois un des lieux qu'il prisait le plus à Paris. Il s'y rendait régulièrement en présence de Berthe Morisot, il s'y retrouve probablement avec le peintre Marie Cassatt, il s'y retrouve également avec Méry Laurent, que vous retrouvez probablement ici, qui est une actrice avec probablement les activités secondaires qu'on attendait d'elle. Les Folies Bergères, c'était un endroit plutôt luxueux. Le petit monde pouvait s'y rendre, mais après avoir amassé une petite fortune. L'entrée valait 2 francs quand le Bataclan ne valait que 1 franc. On peut donc penser qu'il s'est représenté un des espaces qui lui tenait le plus à cher. Pendant le siège de Paris par la Prusse, en 1870-71, il s'était engagé dans l'artillerie de la garde nationale avec Degas, et pour colonel, ils avaient Meissonnier, et il se retrouvait dans les Folies Bergères. C'est donc un espace qui lui tient particulièrement à cœur. Il ne peut plus s'y rendre. Il ne peut pas peindre ce tableau aux Folies Bergères, il le peint dans un atelier. On lui reprochera d'ailleurs les éclairages artificiels qui arrivent sur le visage de cette femme. Son premier modèle pour le client, qui a disparu et qui était à droite, était un peintre militaire qui boitait comme lui. Manet boite à cause de son ataraxie locomotrice. Il a été ensuite remplacé par un certain Latouche, Gaston Latouche. Mais quelque part, si on accepte l'idée que Manet se retrouvait dans ce client, c'est ce même personnage que vous retrouvez ici, une sorte de reflet de Manet en compagnie de son ami Méry Laurent. Mais cette image est en train de disparaître. Ce n'est plus qu'un reflet et il l'a fait glisser sur la droite peu à peu, un peu plus, et le client n'était plus là. Il va mourir et il le sait. C'est une première forme d'interprétation de ce tableau. Puis je vais vous en donner 2 ou 3 autres rapidement.
les années 1840-1900, les historiens de la religion chrétienne parlent d'une époque dite mariane. Une époque mariane parce qu'on assiste au retour du culte de la Vierge Marie. Vous aviez un certain Alphonsus Ligori qui défend la primauté de la Vierge sur Marie-Madeleine et qui va être canonisé en 1839 par le pape. On parle d'un ligorisme en France et on va assister en France à la création de l'archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie en 1938 et dans les mêmes années, la création d'une nouvelle basilique dédiée à la Vierge qui s'appelle la basilique Notre-Dame des Victoires. Vous vous souvenez dans certains pays de la date du 8 décembre, du 8 décembre. Ça remonte au 8 décembre 1854, c'est un jour férié très fréquemment. Et le 8 décembre 1854 est la date d'une bulle papale qui décrète l'Immaculée Conception de la Vierge. La Vierge apparaît à tout coin de rue ou presque. Elle apparaît à la Salette à la fin des années 40, à Lourdes, à Pont-Marin. Mais surtout, elle apparaît à une petite novice des Sœurs de la Charité de la rue du Bac en 1840 à une certaine Catherine Labouré. Et pendant cette vision qu'elle eut de la Vierge lui serait apparue dans cette position, les bras tendus le long du corps. Et la Vierge lui aurait dit « Faites-moi représenter dans cette position ». D'où cette médaille qui est toujours produite aujourd'hui, qui est la médaille miraculeuse. On la reconnaît également dans des statuettes de la Vierge du 19e, toujours dans cette position dans laquelle elle apparaît devant Catherine Labouré. Jean-Hippolyte Flandrin, lorsqu'il représente la Vierge et la mère des douleurs, reprend cette position dès 1845. Et vous avez un nombre incalculable de ce qu'on appelle des images d'Épinal et des cartes postales qui vont reprendre cette même position. Elle est si connue que lorsqu'on veut avoir un discours anticlérical, on reprend cette position. Vous avez ici Léo Taxil qui reprend le cœur de l'Immaculée Conception au centre, mais qui l'a transformé en ivrogne. Et puis à droite, vous avez une Marianne, donc personnification de la République, qui a cette même position, cette fois pour un discours anticlérical, puisqu'elle est en train d'écraser le serpent jésuite. Donc cette position qui est celle de notre serveuse ou verseuse au bar aux Folies Bergères est elle-même directement reprise de la Vierge. Alors, je doute, c'est moi qui dis ça et aucun autre historien, enfin je pense, je doute qu'à travers cette peinture, il cherchait à produire le miracle de la Vierge miraculeuse qui pourrait le soigner de sa syphilis, j'en doute. Autre point, Piero della Francesca, la résurrection. Vous avez la même frontalité dans cette peinture religieuse que celle du bar aux Folies Bergères et vous avez en guise de tombeau le bar. Vous avez une structure très similaire et si vous regardez maintenant le regard, il est à peu près aussi vague que celui de notre verseuse. Alors pourquoi pas penser que nous avons ici affaire à une certaine ambiguïté d'une peinture qui pourrait être religieuse et en lieu de boissons, vous auriez des onguents sur un autel. On retrouve ici ce syndrome de la psychanalyse et de la psychologie qu'on appelle le syndrome de la vente, de la vampe et de la madone ou le syndrome de la prostituée et de la madone, c'est-à-dire cette dualité très en vogue et en particulier à la fin du 19e entre cette femme que l'on désire comme une prostituée mais qui doit être sainte en parallèle. C'est ce même clivage qui revient. Manet avait tendance dans la vie à confondre le tableau, c'est-à-dire l'objet peint, avec ce à quoi il correspond dans la vie. Je vous vais faire une autre interprétation maintenant. Lorsqu'il peint cette botte d'asperges, son client l'avait acheté pour 800 francs. Non, excusez-moi, le client l'avait acheté pour 600 francs et Manet reçoit 800 francs. Alors, tel un maraîcher, plutôt que vous rendre la monnaie, enfin c'était beaucoup, 200 francs, il lui dit « Mon bonhomme, je vous en donnerai bien 300 grammes de plus. » Et là, ce qu'il a fait, plutôt que rendre les 200 francs, il lui a donné une asperge en plus. Je ne sais pas si vous réalisez le lien qu'il y a avec Magritte. Quand Magritte peint la pipe et dit « ça n'est pas une pipe », eh bien il fait exactement l'inverse. Il prend l'objet peint pour l'objet véritable et il lui rend
quelques grammes d'asperges en plus. Il fait la même chose avec la violette, le bouquet de violettes pour Berthe Morisot. Plutôt que lui envoyer un bouquet de violettes et une lettre d'invitation, il lui envoie la version peinte. Il confond la réalité, enfin, il se joue du rapport entre la réalité et l'objet peint. S'il y a transaction ici et que vous cherchez la passe, c'est un tableau que vous allez recevoir. Ce n'est pas la femme, parce que ce n'est pas une femme, c'est un tableau peint, c'est un objet esthétique. Si vous souhaitez consommer quelque chose, toutes les bouteilles sont fermées, vous recevrez peut-être cette marque de cognac ou de liqueur, elle est signée Manet, vous recevrez le tableau. Dernière interprétation, qui est une interprétation qui a été travaillée par les grands écrivains de ces 30-40 dernières années, je pense à Foucault, de Duve et Léris. C'est une interprétation qui se prête à la pensée postmoderne. Alors, on va regarder ce tableau. Vous avez vu à quel point les reflets sont incohérents. Pour se situer devant ce tableau, c'est extrêmement difficile. Normalement, dans un tableau illusionniste, le spectateur a une place. Il est défini par le point de fuite. Ce point de fuite, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la bouche. Et les peintres font en sorte que le spectateur qui se croit dans la scène va avoir un espace, un plancher sur lequel reposer ses deux jambes. Très souvent, si vous avez une scène d'eau, vous n'allez pas avoir la scène d'eau directement, vous allez avoir une berge, question que vous ne vous sentiez pas les deux pieds dans l'eau. Eh bien ici, si vous regardez, il n'y a pas de plancher. Ce bar ici est coupé, on ne voit pas le premier plan, c'est-à-dire la base du bar et le plancher. Puis si on regarde le reflet, on a plutôt l'impression qu'il est en apesanteur. En d'autres termes, quand vous êtes planté devant ce tableau, vous allez vous dire, mon Dieu, où suis-je? Vous baissez la tête et là, vous voyez le plancher de Courtauld Institute à Londres où se situe ce tableau. Il n'y a pas de place pour le spectateur, sinon un spectateur conscient d'être dans un musée face à un tableau. Je continue. Avec Édouard Manet, coin de concert ici. Quand vous regardez cette femme, elle jette un coup d'œil sur la gauche. Vous allez avoir tendance à faire de même. Et là, vous tournez la tête et vous allez voir votre voisin de musée ou le mur du musée. Lorsque, avec le chemin de fer, c'est à nouveau Victorine Meurent, c'est-à-dire ce modèle qu'il avait pris 10 ans auparavant pour son Olympia, la voici assagie, avec un petit chien d'ailleurs, qui dort en guise de chat hérissé, avec ce qui peut être pris pour sa fille. Sa fille regarde et on aurait tendance à se dire où regarde-t-elle? Et certains diront on va soulever le tableau et on va les voir derrière. On est gêné, on n'a pas accès à ce qu'elle regarde. Ici, il est possible, alors les critiques ne sont pas tous d'accord. Comment a-t-il déplacé sur la droite les reflets? Alors peut-être s'est-il déplacé, déplaçant de fait les reflets sur la droite alors qu'il peignait. Le plus probable est qu'il a utilisé un miroir pivotant et qu'il a tiré le bord droit vers lui-même, décalant par la même occasion les reflets sur la droite. Or nous, on n'a pas conscience de ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez donner du sens à ces reflets, vous allez marcher devant le tableau et vous allez vous-même vous décaler sur la droite. En d'autres termes, et à plusieurs reprises, votre spectateur a conscience d'être dans une salle devant un objet. Il a conscience de l'espace muséal. Il a conscience de son statut de spectateur devant un objet peint dont les reflets ne vous laissent pas croire à une illusion. Ça s'appelle une triade. C'est une relation triadique entre trois éléments. L'objet peint, le produit esthétique, l'espace muséal, c'est-à-dire le contexte, et trois, le spectateur. Cette triade est à la base de bien des théories d'art contemporain, pour simplifier, postmoderne. Alors je conclurai sur Manet et sur les 2 dernières séances de Manet de cette façon-là. Manet hante les grands maîtres, qu'il copie, qu'il retravaille. On l'a vu avec Olympia et d'autres tableaux. Il est donc un maître classique,
le premier dans la décrépitude de son art. Deuxièmement, Manet est un peintre moderne. Il est moderne parce qu'il va inspirer par son travail de pinceau et sa bidimensionnalité les peintres modernes du début du XXe siècle. Mais c'est aussi un peintre moderne au sens baudelairien qui a su décrire la vie de ses contemporains, peut-être les immondices comprises. Troisième point, Manet est un peintre d'aujourd'hui qui travaille cette théorie de la triade, c'est-à-dire la relation corporéalisée entre un spectateur qui a conscience de son corps, qui a conscience d'être dans un espace, cette triade postmoderne dont je vous parlais. Ça s'appelle une polysémie. Il y a chez Manet cette capacité à se transporter dans le temps, lui qui nous propose un tableau testament et qu'il se sait mourir. Magistral, le voici par Nadar en 1974, à sa mort et à ses funérailles de Gadira, il était peut-être plus grand que ce qu'on pensait, et effectivement une polysémie magistrale chez Manet. Voilà.